Bonjour Jean-Luc Demenac, vous êtes donc un grand sinologue qu'on ne présente plus. Cette nouvelle donne est qualifiée par la presse de tremblement de terre géopolitique. Est-ce que c'est également votre avis? Oui et non. Oui, d'abord, grâce à un argument supplémentaire, c'est qu'ils ont des dirigeants absolument remarquables. Et notamment, le premier dirigeant, c'est Xi Jinping, est véritablement à la carrure d'un empereur. Hein. Et du coup, et le reportage le montrait bien, c'est une puissance qui organise véritablement son déploiement. Et de ce point de vue-là, donc, on peut remarquer que maintenant la Chine se comporte comme une grande puissance. Mais d'un autre côté, les fragilités sont immenses au plan financier et même au plan politique, parce que, vous comprenez, on ne peut pas laisser pendant très longtemps un peuple à l'écart du pouvoir. Mais alors, on voit quand même que, compte tenu de cette place prépondérante, la Chine est obligée de faire le ménage. C'est-à-dire qu'ils ont quand même lancé une campagne anticorruption aujourd'hui. Oui, et là aussi c'est même mieux que ça, parce qu'il a réussi à convaincre sa population de quelque chose qui est à moitié vrai, c'est-à-dire que dans cette campagne ne vise pas seulement ses propres ennemis, elle vise vraiment des corrompus. Et ça, les gens lui en sont gré. D'un autre côté, je crois que là aussi, il y a une contradiction entre le style de ce genre de campagne et d'autre part, un style politique de grands pays civilisés. Alors, on voit que la France a vraiment à cœur de faire des affaires avec la Chine. Pas moins de 8 voyages pour Laurent Fabius en Chine depuis donc qu'il est ministre des Affaires étrangères. Est-ce que c'est une bonne chose pour la France? Je crois que c'est une bonne chose, surtout quand on travaille bien. Et je trouve que Laurent Fabius travaille bien, je le dis franchement. Il a aussi été aidé par M. Raffarin, hein, qui est l'ancien Premier ministre. Et donc, les Français, maintenant, s'y sont mis. Mais d'un autre côté, il va falloir, comment dire, avoir un comportement peut-être un tout petit peu plus ferme avec les Chinois, qui ont pris des habitudes, disons... De mauvaises habitudes? Voilà, de très mauvaises habitudes. Voilà, enfin, je veux pas trop... Quelles sont-elles, par exemple? À TV5, on reste convenable, mais c'est clair que les journalistes chinois, on se demande si vraiment ce sont des journalistes comme vous êtes une journaliste, si vous voulez. Ou deuxièmement... C'est-à-dire qu'ils viennent à la pêche aux informations. Voilà. Bon, les informations, voilà. On l'a vu notamment avec l'affaire des écoutes à Chevilly-Larue récemment. Voilà, ce sont la France de bons ferme exemples. les yeux sur certaines pratiques. Ce sont de bons exemples. La pratique de l'attribution des visas, c'est les petits copains, etc. Si vous dites du mal de la Chine, vous n'irez plus en Chine. Enfin, vous voyez, ça, c'est des pratiques d'un autre temps. Alors bon, il faut dire qu'avec 97 millions de touristes chinois l'an passé, la France a plutôt intérêt à être sympathique. Oui, et c'est, je dirais même, si vous me permettez, très sympa. C'est très sympa de voir ces touristes chinois de plus en plus nombreux, mais aussi qualitativement de plus en plus intéressés. J'en ai même vu un qui faisait le tour des étapes du Tour de France, parce qu'il rêverait une fois d'organiser un Tour de Chine. Je ne sais pas, mais je dirais que c'est un gain extraordinaire des dernières 10 ans. C'est un gain, c'est une manne financière en tous les cas, puisque la clientèle chinoise est la plus dépensière au monde. Bien sûr. Oui, sauf qu'elle dépense moins chez nous qu'en Allemagne et en Angleterre. Là, il y a du boulot encore. Peut-être le dimanche. Alors, l'afflux des capitaux donc, venus de l'Empire du Milieu, qu'est-ce que ça va changer pour la France et pour les autres pays dans lesquels les Chinois investissent? Pour l'instant, pas grand-chose, parce qu'ils ne sont pas aussi nombreux qu'on le croit. Hein. Il vous faudra faire attention. Ça va changer un petit peu notre attitude. Il va falloir faire attention de ne pas se faire acheter n'importe quoi. Va falloir protéger les vignobles du Bordeaux et du Bourgogne. Mais je crois que surtout, il y a de l'argent à gagner. Et pour cela, je fais un appel vibrant ici à enseigner le chinois. Et il faut que les téléspectateurs français sachent que si on veut vraiment que les gens parlent chinois, il faut le leur enseigner avant l'âge de 10 ans et même si possible avant l'âge de 5 ans. C'est comme ça qu'on apprend le mieux le chinois, qui est une langue extraordinairement difficile, mais qui rémunère, si je puis dire, quand on le connaît, celui qui a fait cet effort-là. Donc, à bon entendeur, mais les Chinois, on le voit, apprennent de plus en plus le français. Ils apprennent de plus en plus le français, mais ils ne sont pas très doués, il faut être franc. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment apprendre le chinois.
Alors donc, on vient d'en parler, la Chine est très présente en Europe, mais c'est aussi une grande puissance aujourd'hui en Asie du Sud-Est. Oui, c'est une puissance, mais c'est aussi une impuissance. On l'a vu avec le sommet de la PEC récemment à Pékin. C'est vrai, mais par ailleurs, elle est quand même brouillée avec à peu près tous ses voisins, sauf la Corée du Sud, si vous voulez. À la fois, ils sont essentiels là-bas, et ils ont une puissance telle qu'ils contrôlent d'une certaine façon ce qui est vraiment la chaudière de l'économie mondiale, mais d'un autre côté, c'est quand même pas très brillant de pas être capable de s'entendre avec les Japonais, avec les Vietnamiens, et même finalement, comment est-ce possible avec la Mongolie extérieure, avec la République de Mongolie. Alors cette année, donc, la France et la Chine célèbrent leurs 50 ans de relations diplomatiques. Comment ces relations ont-elles évolué? Elles sont désormais, j'imagine, plus économiques que politiques. Écoutez, je vais être franc avec vous. Ça a démarré en coup de trompette. C'était du grand Charles de Gaulle, il y a 50 ans. Et puis ensuite, ça a décliné sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Et je crois que depuis 2-3 ans, un tournant a été pris qui était intéressant. C'est-à-dire qu'on ne fait plus seulement des discours, mais qu'on cherche à coopérer sur le plan économique et culturel. On cherche à faire en sorte qu'il y ait du contenu. Alors quand vous parlez du contenu, vous parlez pas seulement d'un contenu économique, mais d'un contenu culturel aussi, et social aussi, et comment dire, d'une compréhension réciproque nourrie à travers le tourisme dont vous venez de parler et à travers toutes les autres formes d'échange. Et en réfléchissant bien à égaliser la relation de façon qu'aucune partie soit lésée. Merci beaucoup Jean-Luc Domenach pour cet éclairage. Merci.